Le 26 décembre, une frappe calculée a traversé le nord du Nigeria et déplacé l'équilibre régional. Pendant que l'attention mondiale était ailleurs, l'opération a révélé un basculement discret. La pression se déplace de la terre vers la mer, reconfigurant alliances, routes d'influence et marge de manœuvre au Sahel. Pourquoi ce moment précis compte-t-il pour les populations concernées? Et que dit-il de la trajectoire portée par Ibrahim Traoré pour la souveraineté régionale? Un horizon se rapproche, chargé de conséquences immédiates. Dans ce segment, l'objectif est de clarifier ce qui se joue réellement derrière les événements récents, sans amplifier ni atténuer les faits issus du contenu source. Il s'agit d'expliquer pourquoi une opération présentée comme tactique s'inscrit en réalité dans une séquence plus longue, où les choix militaires, diplomatiques et économiques s'imbriquent. Le bénéfice pour le public est précis. Comprendre les mécanismes plutôt que réagir aux slogans. Les enjeux dépassent la seule question sécuritaire. Ils touchent à la souveraineté décisionnelle, à la capacité des États de la région à choisir leurs partenaires et à la manière dont les populations vivent ces décisions au quotidien. À ce stade, l'analyse reste volontairement factuelle, en s'appuyant sur les éléments évoqués par le récit source, sans extrapoler ni attribuer d'intention non formulée. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme un point de cristallisation d'aspiration plus large, déjà visible avant ses frappes. Ce qui est en jeu ici n'est pas une victoire immédiate, mais une trajectoire. Comprendre cette trajectoire est la condition pour interpréter correctement ce qui suivra. La révélation centrale est simple mais structurante. Les frappes du 26 décembre ne surgissent pas d'un vide, elles marquent une transition stratégique déjà amorcée depuis plusieurs mois. En 2023, le retrait progressif des bases occidentales du cœur sahélien a créé une rupture visible entre un avant fondé sur la présence terrestre et un après reposant sur des leviers périphériques, notamment maritimes. Ce basculement redéfinit la façon dont la pression est exercée sur la région. Pour comprendre cette évolution, il faut replacer l'événement dans une chronologie élargie. Pendant des années, des infrastructures fixes au Niger ont servi de centre de surveillance et de projection. Leur fermeture n'a pas seulement été logistique, elle a affaibli une architecture entière de contrôle. Lorsque les dernières troupes ont quitté ces sites, l'équilibre s'est déplacé, obligeant les acteurs concernés à chercher d'autres points d'appui. Le golfe de Guinée apparaît alors comme une extension naturelle de cette stratégie, moins exposée aux contestations locales, mais capable d'influencer l'intérieur du continent. Ce contexte éclaire la portée symbolique des frappes. Elles servent à rappeler une capacité d'action, mais aussi à tester de nouvelles configurations. Dans le récit source, cette manœuvre est décrite comme une tentative de réencerclement indirect, utilisant des zones périphériques pour maintenir une pression constante sur les États sahéliens. La date elle-même, fin décembre, accentue l'effet de surprise et réduit la visibilité médiatique immédiate. C'est dans cet espace de recomposition que la position d'Ibrahim Traoré prend sens. Il n'est pas présenté comme l'origine unique de ces transformations, mais comme l'un des acteurs qui incarne une volonté de rupture avec les schémas antérieurs. Son discours sur la souveraineté résonne précisément parce qu'il s'inscrit dans ce moment charnière où les anciennes méthodes montrent leurs limites et où les nouvelles restent encore instables. Pour mesurer l'impact concret de ces dynamiques, le récit source introduit des figures ordinaires qui servent de repères humains. Moussa, cultivateur d'une quarantaine d'années vivant dans une zone rurale, n'analyse pas les événements en termes géopolitiques. Il les perçoit à travers des changements plus tangibles, l'incertitude sur les récoltes, la crainte que des décisions lointaines affectent directement sa sécurité et celle de sa famille. Dans son expérience, chaque mouvement militaire extérieur est associé à une hausse de la peur plutôt qu'à un sentiment de protection. Un autre portrait, celui d'Amara, mère et grand-mère, renforce cette lecture. Pour elle, les frappes et les redéploiements ne sont pas des opérations abstraites, mais des ruptures dans la continuité de la vie quotidienne. Les nuits deviennent plus courtes, l'horizon plus étroit, et les projets se replient sur l'immédiat. Ces récits ne cherchent pas à émouvoir gratuitement. Ils illustrent comment des décisions stratégiques produisent des effets précoces
bien avant toute transformation institutionnelle visible. Ces personnages jouent le rôle de filtre. À travers eux, le récit montre que la question centrale n'est pas seulement de savoir qui contrôle quel levier militaire, mais comment cette lutte se traduit dans la perception des populations. La peur, la fatigue et la méfiance apparaissent comme des indicateurs avancés, souvent ignorés dans les analyses officielles. Et le point clé tient en peu de mots. Lorsque la stratégie change, la vie ordinaire change d'abord. C'est à ce niveau que se révèle le véritable enjeu. On peut le résumer simplement. Avant, la pression passait par des bases fixes et des accords visibles. Après Bzok, elle s'exerce par des mouvements plus mobiles, moins déclarés, mais tout aussi contraignants. Au départ, la région fonctionnait selon un schéma relativement stable. Des installations terrestres servaient de points d'appui, présentés comme des garanties de sécurité. Les frappes étaient rares, ciblées et intégrées dans un discours officiel de lutte contre des menaces identifiées. Les populations, sans adhérer pleinement à ce récit, savaient au moins où se situait la source du danger et à qui l'attribuer. Puis vient la rupture. Le retrait progressif de certaines bases modifie la lecture du terrain. Ce qui semblait être un recul stratégique se transforme en redéploiement. Les décisions ne disparaissent pas, elles changent de forme. Les frappes du 26 décembre s'inscrivent dans ce moment précis, celui où l'ancienne architecture ne fonctionne plus et où une nouvelle est en train d'être testée. L'activation est rapide, une date choisie pour sa discrétion médiatique, une zone périphérique plutôt qu'un centre symbolique, un message implicite plus qu'une déclaration officielle. La frappe n'est pas seulement un acte militaire, elle est un signal envoyé à plusieurs destinataires puis à la fois, au gouvernement de la région, aux partenaires extérieurs et aux populations qui observent, souvent sans explication claire. Le point de tension apparaît ensuite. Ce type d'opération ne vise pas uniquement une cible immédiate, il crée un climat. L'incertitude se diffuse. Les rumeurs précèdent les informations vérifiées. Les communautés locales interprètent les événements à partir de leur vécu, pas des communiqués. Dans ce contexte, chaque mouvement naval, chaque survol, chaque annonce partielle amplifie l'impression d'un encerclement progressif. Les répercussions ne tardent pas. Les États concernés doivent réagir, parfois dans l'urgence, parfois dans le silence. Accepter la logique imposée ou tenter de la contourner devient un choix politique risqué. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît dans le récit, non comme un acteur isolé, mais comme l'un de ceux qui refusent la normalisation de cette nouvelle pression. Son discours sur la souveraineté prend un relief particulier précisément parce qu'il intervient après cette bascule, et non avant. Les secousses continuent. Les partenaires chèrement régionaux observent attentivement, les équilibres internes se fragilisent, les acteurs extérieurs ajustent leur posture, conscients que la phase d'expérimentation est en cours. Rien n'est encore figé, mais la direction est perceptible, moins de présence visible, plus de capacité de frappe à distance et une dépendance accrue aux marges géographiques. Cette séquence révèle un enchaînement clair. Un ancien modèle s'épuise, un nouveau s'installe par essais successifs. Les frappes du 26 décembre constituent le point de jonction entre ces deux phases. Elles ne sont ni un commencement absolu, ni une conclusion. Elles sont un pivot. La question qui demeure est simple et lourde à la fois. Ce pivot mènera-t-il à une stabilisation durable ou à une spirale d'ajustement permanent payée en premier lieu par les populations concernées? Avant, en 2011, l'architecture reposait sur des bases terrestres permanentes au cœur du Sahel. Après 2023, cette présence s'est contractée, puis la frappe du 26 décembre a signalé un basculement vers des leviers plus mobiles et périphériques. Cette trajectoire résume le passage d'un modèle visible à un modèle diffus. Le premier repère mesurable tient donc à la nature des implantations. Les installations fixes permettaient de mener une surveillance continue et une projection directe, mais elles exposaient aussi leurs opérateurs à des contestations politiques locales. Leur fermeture a réduit cette exposition, tout en créant un déficit de contrôle immédiat. L'écart n'est pas seulement géographique, il est fonctionnel. On passe d'un dispositif ancré dans le sol à une capacité de frappe plus distante, moins lisible pour les populations concernées. Le deuxième indicateur concerne le rythme des décisions. Lorsque les bases existaient, les opérations s'inscrivaient dans des cycles relativement prévisibles.
accompagnées de communications officielles. Après le retrait, les actions deviennent plus ponctuelles, plus difficiles à anticiper et donc plus déstabilisantes sur le plan psychologique. La frappe de fin décembre n'est pas massive par son ampleur matérielle, mais elle marque une accélération symbolique. Elle prouve que la capacité d'intervention subsiste malgré la réduction de la présence au sol. Un troisième élément mesurable apparaît dans la redistribution des zones d'influence. Le déplacement vers l'axe maritime élargit le rayon d'action tout en réduisant la visibilité locale. Cette extension permet d'exercer une pression indirecte sur les États sahéliens sans s'exposer aux mêmes formes de résistance. L'écart entre avant et après se lit ici comme un glissement stratégique. Moins de contrôle quotidien, davantage de démonstrations ponctuelles destinées à rappeler une capacité de nuisance. Ces écarts chiffrables ne disent pas tout, mais ils structurent l'analyse. Ils expliquent pourquoi le discours sur la souveraineté trouve un écho particulier à ce moment précis. Lorsqu'Ibrahim Traoré évoque la nécessité de maîtriser les choix sécuritaires, il s'inscrit dans cette lecture comparative. Constater ce qui a changé pour comprendre ce qui est désormais en jeu. Le contraste entre les deux phases rend visible une réalité souvent diluée dans les commentaires généraux. Pour résumer, les données disponibles montrent une transformation claire. Le modèle antérieur offrait une présence stable mais contestée. Le modèle actuel privilégie la flexibilité au prix d'une incertitude accrue pour les populations. L'écart entre ces deux états n'est pas neutre. Il redéfinit les risques, les perceptions et les marges de décision des acteurs locaux. L'argument le plus solide avancé par les partisans de cette stratégie repose sur la sécurité. Selon eux, la reconfiguration des moyens militaires serait une réponse pragmatique à l'évolution des menaces. Les bases fixes, devenues politiquement coûteuses et vulnérables, auraient perdu leur efficacité. Des capacités plus mobiles permettraient d'agir rapidement, de limiter l'exposition des personnels et de réduire les frictions diplomatiques avec les gouvernements hôtes. Dans cette lecture, les frappes ciblées et le repositionnement maritime seraient des outils rationnels pour contenir l'instabilité sans s'enliser. Un second argument insiste sur l'effet dissuasif. Montrer que la capacité d'intervention demeure même après des retraits très visibles servirait à décourager à la fois les groupes armés et les acteurs étatiques tentés de tester les limites. L'opération de décembre serait alors un message calibré, non pour déclencher une escalade, mais pour rappeler des lignes rouges. À court terme, cette démonstration de force serait censée réduire le risque d'action plus large et plus destructrice. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils s'appuient sur une logique interne cohérente. Toutefois, le récit source met en lumière leurs limites. D'abord, la dissuasion fonctionne de manière asymétrique. Ce qui est perçu comme un rappel de capacité par les planificateurs est souvent vécu comme une menace diffuse par les populations locales. Cette perception alimente la méfiance et fragilise les relations entre État et citoyens, un facteur rarement intégré dans les calculs sécuritaires. Ensuite, la mobilité accrue réduit la visibilité politique, mais elle accroît l'incertitude. Des actions ponctuelles, difficiles à anticiper, peuvent contenir une menace immédiate tout en nourrissant un sentiment d'encerclement durable. À moyen terme, ce climat rend plus complexe toute stabilisation réelle, car il entretient une tension constante sans offrir de cadre clair de résolution. Enfin, le déplacement des leviers vers des espaces périphériques ne supprime pas les causes profondes des conflits. Il en modifie seulement la géographie. Le récit souligne que cette approche risque de transformer la sécurité en variable de pression permanente, plutôt qu'en objectif partagé. C'est là que le contre-argument central s'impose. Une stratégie efficace sur le plan tactique peut s'avérer contre-productive sur le plan politique et social. La question reste ouverte. Une sécurité construite sur l'incertitude peut-elle réellement produire la stabilité recherchée ? En filigrane, un constat s'impose. Le centre s'est déplacé. Pas l'enjeu. Ce déplacement change la lecture globale. Ce n'est plus la présence visible qui structure le rapport de force, mais la capacité à intervenir sans s'installer. Cette nuance paraît technique, pourtant elle modifie profondément les équilibres. Lorsque la pression venait de bases terrestres, elle était localisable, contestable et parfois négociable.
Désormais, elle devient intermittente, difficile à saisir, et donc plus anxiogène pour ceux qui la subissent. Ce point marque un tournant. La stratégie ne cherche plus à tenir un territoire, mais à influencer des décisions. Elle ne vise pas seulement des groupes armés, mais les calculs politiques des États et la perception des populations. En ce sens, la frappe de décembre agit comme un révélateur. Elle montre que l'objectif principal est moins le contrôle immédiat que l'orientation des trajectoires dans le futur. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit à nouveau dans le récit. Son discours sur la souveraineté prend une autre dimension lorsque l'enjeu n'est plus l'occupation, mais l'autonomie de décision. La question n'est plus de savoir qui est présent sur le sol, mais qui fixe les limites invisibles de l'action possible. Ce basculement éclaire aussi les réactions contrastées observées dans la région. Certains y voient une démonstration de force résiduelle, d'autres y lisent le signe d'une perte de contrôle directe compensée par des moyens à distance. Dans les deux cas, le constat est le même. Le cadre a changé. Ce changement n'est pas une conclusion, c'est une charnière. Ce qui suivra dépendra de la manière dont les acteurs régionaux interpréteront cette nouvelle forme de pression et des réponses qu'ils choisiront d'y opposer. Pour les États, la reconfiguration crée un dilemme immédiat. D'un côté, accepter une pression diffuse peut sembler moins coûteux qu'une présence étrangère visible et politiquement explosive. De l'autre, cette acceptation réduit la marge de décision souveraine car l'incertitude permanente oblige à ajuster les politiques sous contrainte. Les gouvernements doivent croire bas composer avec des signaux ambigus, souvent envoyés sans cadre formel, ce qui complique la planification à moyen terme. Dans ce contexte, la ligne défendue par Ibrahim Traoré résonne comme une tentative de reprendre l'initiative politique face à un environnement où les règles sont moins explicites. Pour les entreprises et acteurs économiques, l'effet est plus discret mais tout aussi réel. L'instabilité perçue n'annule pas les échanges, mais elle renchérit le risque. Les investissements se font plus prudents, les projets se fragmentent et les décisions sont souvent reportées. Même sans destruction massive, l'incertitude agit comme une taxe invisible. Les opérateurs locaux, en particulier, ressentent cette pression dans l'accès au crédit, la logistique et la prévisibilité des marchés régionaux. Du côté des populations, les conséquences sont immédiates et quotidiennes. La menace n'est pas toujours matérialisée par des combats ouverts, mais par une anxiété diffuse. Les déplacements deviennent plus risqués, les projets familiaux se replient sur le court terme, et la confiance envers les institutions s'érode lorsque celles-ci semblent incapables d'anticiper ou d'expliquer les événements. Le récit source insiste sur cette dimension, la peur précède souvent les faits et elle s'installe durablement. C'est dans cet espace que les discours sur la dignité et la souveraineté trouvent un écho particulier, car ils offrent un cadre interprétatif à une expérience vécue comme subie. Enfin, pour la région dans son ensemble, l'effet cumulatif est une recomposition des équilibres. Les frontières formelles comptent moins que les axes d'influence. Les États côtiers et sahéliens se retrouvent liés par des dynamiques qu'ils ne contrôlent pas entièrement, mais auxquelles ils doivent réagir collectivement. Cette interdépendance forcée peut soit accentuer les fractures, soit encourager de nouvelles formes de coordination. Là encore, la trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré apparaît comme l'une des réponses possibles à ce constat régional, transformer une contrainte partagée en projet politique commun. Au final, ces 4 niveaux montrent que les conséquences dépassent largement l'événement initial. Elles dessinent un paysage où chaque acteur, du décideur au citoyen, doit naviguer dans un environnement plus flou, mais aussi plus révélateur des rapports de force réels. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les capacités à distance restent l'outil privilégié, tandis que les États de la région ajustent leur politique au cas par cas. Les frappes ponctuelles demeurent rares mais symboliques, suffisantes pour rappeler une capacité d'intervention sans chercher l'escalade. Dans cette configuration, l'incertitude persiste et devient la norme. Les gouvernements apprennent à gérer un environnement instable, les populations s'adaptent et les partenaires extérieurs testent les limites sans les franchir ouvertement. La trajectoire défendue par Ibrahim Traoré continue d'exister, mais elle évolue dans un champ de contraintes serrées. Le scénario optimiste suppose
une réorientation progressive. La pression diffuse incite les acteurs régionaux à renforcer la coordination et à clarifier leurs lignes rouges. Des mécanismes politiques prennent le pas sur les démonstrations de force, réduisant la fréquence des opérations symboliques. Dans ce cadre, la souveraineté ne se mesure pas par l'absence totale de pression, mais par la capacité à en fixer les termes. Les discours sur l'autonomie décisionnelle gagnent en crédibilité parce qu'ils s'accompagnent d'initiatives concrètes et visibles. La stabilité ne devient pas absolue, mais elle cesse d'être uniquement réactive. Le scénario défavorable repose sur une accumulation de signaux mal interprétés. Les actions ponctuelles se multiplient, chacune présentée comme exceptionnelle, mais produisant un effet cumulatif d'encerclement. Les États réagissent de manière désordonnée, parfois en s'alignant, parfois en contestant, sans stratégie commune. Les populations, prises entre annonces et rumeurs, perdent confiance dans la capacité des institutions à maîtriser la situation. Dans ce contexte, la logique de pression à distance alimente une spirale d'ajustement permanent, rendant toute stabilisation plus coûteuse. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Il ne s'agit pas de prédire laquelle se réalisera, mais d'observer les signaux faibles, la fréquence des opérations, la qualité des coordinations régionales et la clarté des discours politiques. C'est à l'intersection de ces éléments que se dessinera l'issue réelle des prochains mois. À ce stade, l'analyse rejoint directement l'expérience du public, même lorsque celui-ci se trouve loin des zones concernées. Les événements décrits ne sont pas seulement régionaux, ils illustrent une mécanique plus générale où des décisions stratégiques prises à distance produisent des effets diffus, parfois imperceptibles au premier regard. Comprendre cette mécanique permet de sortir d'une lecture émotionnelle pour adopter une posture plus informée. Pour une première catégorie de spectateurs, souvent connectés aux enjeux économiques ou institutionnels, la question centrale devient celle de la prévisibilité. Comment planifier, investir ou coopérer lorsque les signaux sont intermittents et que les règles semblent se déplacer en permanence? L'intérêt ici est d'identifier les indicateurs concrets qui précèdent les changements visibles, afin d'anticiper plutôt que de subir. Pour un second groupe, davantage concerné par les dimensions humaines et sociales, l'enjeu est celui de la compréhension empathique. Les récits de vie affectée rappellent que les stratégies abstraites se traduisent toujours par des choix contraints au niveau individuel. Reconnaître cette réalité aide à dépasser les discours simplificateurs et à saisir la complexité des situations vécues. Enfin, pour un public engagé dans le débat public ou médiatique, le point clé réside dans la formulation des questions. Plutôt que de chercher des réponses définitives, il s'agit de poser des interrogations précises. Qui décide, selon quels critères et avec quelles conséquences à moyen terme? Cette approche transforme la consommation d'informations en exercice critique. Deux gestes simples découlent de cette lecture. D'abord, comparer systématiquement les annonces officielles avec leurs effets observables. Ensuite, suivre l'évolution des discours autant que celle des actions. Ces pratiques n'apportent pas de certitude immédiate, mais elles renforcent la capacité à interpréter les événements sans dépendre d'un seul récit. À partir des éléments exposés, le récit source esquisse une logique d'action plutôt qu'une solution immédiate. La première étape consiste à clarifier le cadre décisionnel. Les États concernés doivent définir collectivement ce qui relève de la coopération acceptable et ce qui constitue une pression illégitime. Cette clarification ne supprime pas les contraintes, mais elle réduit l'ambiguïté qui nourrit l'incertitude actuelle. La deuxième étape porte sur la coordination régionale. Face à des leviers de pression devenus plus diffus, une réponse fragmentée affaiblit chaque acteur pris isolément. Le texte insiste sur l'importance de mécanismes partagés, qu'ils soient sécuritaires, politiques ou économiques. L'objectif n'est pas l'uniformité, mais la capacité à parler d'une voix suffisamment cohérente pour peser dans les rapports de force. La troisième étape concerne la lisibilité envers les populations. Lorsque les décisions restent opaques, la peur et la rumeur occupent l'espace. Informer, expliquer les choix et reconnaître les limites deviennent des outils de stabilisation à part entière. À ce niveau,
la crédibilité des dirigeants dépend moins des promesses que de la constance entre discours et actes. Une quatrième étape touche à la diversification des partenariats. Le récit souligne que réduire la dépendance à un seul axe de coopération élargit la marge de manœuvre stratégique. Cette diversification n'est pas présentée comme une rupture brutale, mais comme un rééquilibrage progressif. C'est dans cette séquence que la position d'Ibrahim Traoré est rappelée. Il incarne une lecture selon laquelle la souveraineté ne se proclame pas, elle se construit par étapes mesurables, acceptant les coûts à court terme pour élargir les choix à long terme. Le fil conducteur reste pragmatique. Avancer sans illusion, mais sans renoncement. Le récit revient alors à ses images de départ. Non pas pour répéter, mais pour mesurer le chemin parcouru. Les figures ordinaires évoquées plus tôt ne sont plus seulement des témoins passifs. Elles deviennent le miroir d'un moment historique où l'incertitude force chacun à prendre position, même silencieusement. Ce retour n'est pas nostalgique. Il sert à rappeler que les grandes orientations se lisent toujours dans des détails concrets. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est la cohérence du fil. Des bases terrestres aux frappes à distance, des discours sécuritaires aux effets quotidiens. Chaque étape révèle la même tension entre contrôle et autonomie. Rien n'est linéaire, mais rien n'est accidentel non plus. Les événements s'agrègent, produisant un sens qui n'apparaît qu'avec le recul. Dans cette trame, Ibrahim Traoré réapparaît comme un point de rappel plutôt qu'un point final. Il ne clôt pas l'histoire, il en souligne l'enjeu central, la capacité d'un espace politique à décider pour lui-même, même sous contrainte. Sa présence dans le récit agit comme un marqueur, un rappel que la souveraineté n'est pas une abstraction, mais une pratique exposée, coûteuse, parfois fragile. Une phrase s'impose alors, comme un clou planté dans la mémoire. Ce qui se joue ici dépasse un événement, c'est une orientation. Le reste dépendra de la manière dont cette orientation sera assumée, collectivement ou non. La dernière étape n'appelle pas une adhésion immédiate, mais une prise de recul. Ce qui a été décrit n'est ni un scénario figé, ni une lecture unique des événements. C'est une grille d'interprétation, construite à partir d'indices, de séquences et de conséquences observables. Elle invite chacun à interroger la cohérence entre les discours officiels, les actions menées et leurs effets concrets. À ce stade, le rôle du public devient central, non pas pour trancher, mais pour maintenir l'exigence de clarté. Suivre les évolutions, comparer les récits et refuser les simplifications hâtives sont des actes modestes, mais cumulatifs. Ils conditionnent la qualité du débat et la capacité collective à ne pas subir passivement les transformations en cours. La question qui demeure est volontairement large. Comment juger une stratégie lorsque ses effets sont diffus et différés? À partir de quels critères décider qu'une pression est acceptable ou qu'elle compromet durablement l'autonomie politique? Ces interrogations ne cherchent pas de réponse rapide. Elles demandent du temps, de l'attention et une vigilance continue. C'est peut-être là l'enjeu principal, rester acteur de l'interprétation plutôt que simple spectateur des événements,